Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce journal, ou plutôt cette édition spéciale consacrée, bien sûr, au décès de Georges Frêche, le président de la région Languedoc-Roussillon, président de Montpellier Agglomération, est mort hier soir ici à Montpellier. Nous avons recueilli toute la journée des réactions autour de ce décès, de personnes qui l'ont côtoyé, d'élus. Mais également, nous aurons Gérard Collomb, le sénateur-maire de Lyon, qui a tenu à réagir dès hier soir et qui s'est exprimé à notre micro cet après-midi pour revenir sur ce décès, ses conséquences. Nous avons réuni autour de ce plateau quelques invités. Jean-Claude Guessot, bonsoir, vice-président de la région Languedoc-Roussillon. Philippe Sorel, adjoint au maire de la ville de Montpellier, bien sûr. Vous êtes élu, vous étiez élu, vous êtes-vous toujours élu à ses côtés. Et puis Michel Crespi, politologue. Bonsoir. Et nous avons également Aurel. Nous avions prévu d'inviter Aurel pour nous parler des otages français, des deux journalistes qui sont otages en Afghanistan. C'est leur 300e jour, je crois, aujourd'hui. Et donc Aurel Dessinateurs, nous parlera également sans doute de Georges Frêche. Olivier Roiran, vous êtes resté à nos côtés et je vous propose, cher Olivier, vous de nous raconter cette journée dans sa nudité d'hier. Bien, c'était plutôt la fin de journée, il était 18h15, donc ce dimanche, Georges Frêche est à son bureau, il vient de rentrer de Chine, la veille au soir, il prépare déjà sa semaine particulièrement chargée. Soudain, il ressent une forte douleur dans la poitrine. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent à l'hôtel de région, mais ils ne parviendront pas à ranimer le président de région. Georges Frêche succombera donc quelques minutes plus tard, après cette crise cardiaque fulgurante. Voilà les faits tels qu'ils se sont déroulés hier soir. Georges Frêche, 72 ans. Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon depuis 2004, est élu brillamment en 2010, dans des circonstances sur lesquelles on reviendra. Et puis Georges Frêche, qui avait été donc 27 ans maire de Montpellier. De 1977 à 2004. À 2004, avant de laisser la place, on s'en rappelle, à Hélène Mandroux, pour garder par contre celle de président de Montpellier Agglomération. À partir d'aujourd'hui, alors c'est pas une chapelle ardente, ce sont des livres qui ont été des registres qui ont été ouverts dans différents points, notamment la mairie de Montpellier, à l'agglomération de Montpellier, mais également à l'hôtel de région. On voit ici ces images à l'hôtel de région, donc de ces personnes qui se déplacent, des gens du Languedoc-Roussillon, de Montpellier bien sûr plus particulièrement. On va écouter une première réaction de ces habitants. Connu personnellement. C'était un grand homme. Il va manquer Montpellier. Il va beaucoup manquer aux gens de Montpellier. Il avait beaucoup de choses. C'est libre. Ouais. Je suis désolée. Nous sommes très attristés, monsieur. Surtout de cette façon. On ne s'attendait pas à ce départ brutal. Et je vous assure que c'est une grande perte. Nous sommes une association et M. Frêche a été un grand bienfaiteur de nous. C'est pour cette raison qu'on lui doit un hommage. Merci beaucoup. Des réactions, donc bien sûr, des habitants de la région et de Montpellier. Et nous sommes allés à la rencontre d'autres Montpelliérains qui, eux, se sont rendus à la mairie cet après-midi. Et puis, c'était également ce matin dans la rue. Au micro de Jessica Péris, on les écoute. Un grand homme, il a fait beaucoup à la mairie, beaucoup ville Montpellier. On l'a toujours aimé, on l'a toujours considéré comme un ami. Et voilà, nous perdons beaucoup aujourd'hui. Il a tout fait en pays, il a tout fait. L'ancien maire n'avait absolument rien fait, je suis désolée de le dire. Mais voilà. Et Montpellier, si Montpellier est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'était un grand homme et on perd une grande personne. On perd d'un Frêche. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez depuis 1977 et son arrivée? C'est moi qui ai fait toutes ces campagnes avec lui pour qu'il soit élu. Alors je connais Frêche, qui est un ami. Voilà. Et je regrette beaucoup qu'il soit disparu. Et on était émus et tout, et on ne s'attendait pas à ça. Il a fait beaucoup de projets dans notre ville et voilà quoi. Paix à son âme. Paix à ses cendres. Il n'est pas question, je n'ai pas souhaité sa mort et je regrette qu'il ne soit plus parmi nous. Je dis simplement qu'il faut réfléchir à la suite de la politique à Montpellier, qu'enfin peut-être on va avoir une vraie démocratie, on va savoir ce que va devenir les réseaux sans le parrain, parce que c'était tout à fait ça. Et nous sommes beaucoup intéressés par savoir ce que va devenir le panier de crabe et ce qui va en ressortir.
même si les idées politiques, j'adhérais pas trop. J'étais pas trop d'accord avec ce qu'il faisait par rapport à Agrexo et tout ça. Je sais pas si vous êtes au courant au niveau des agriculteurs et tout ça, mais sinon, elle a fait une super ville. Pour moi, c'est la plus belle ville de France. C'est vrai. Ouais. Si vous voyez un petit peu ailleurs les autres villes, tout ça, Montpellier, c'est pas comparable. Même dans les quartiers, il y a des gros quartiers, tout ça, tout le monde est tranquille. C'est terrible. On s'y attendait pas et c'est vraiment un choc. Et j'ai beaucoup de chagrin. Qu'est-ce que vous retenez de Georges Frêche? Montpellier. Montpellier, ce qu'il est devenu, la ville qu'on a, un bâtisseur et un homme de cœur, de grand cœur. Un homme de cœur et de grand cœur, ce sont des termes qui reviennent souvent. Il y a également, vous avez entendu, des réactions plus controversées, informations pratiques et importantes également pour tous ceux qui veulent rendre hommage à Georges Frêche. Une chapelle ardente a été dressée ce soir au pied de l'hôtel de région. Elle sera ouverte, je crois, à partir de demain matin, 9h ou 9h30. Et puis les obsèques de Georges Frêche auront lieu à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Ce sera mercredi matin à 10h30. Il sera ensuite inhumé à Puylaurens dans le Tarn. Son village natal. Son village natal, ce sera, il sera inhumé effectivement l'intimité. dans le caveau familial. Voilà, ce sera dans l'intimité mercredi, à l'issue donc de la messe de mercredi, de l'hommage qui pourra lui être rendu par l'ensemble des Montpelliérains et des gens de la région. Philippe Sorel, un maire bâtisseur, mais pas seulement, pas que. C'est pas forcément ce terme-là qui revient dans la bouche des gens que l'on a interviewés aujourd'hui. Il y a ça, mais pas que ça. Tout à fait, oui. Il n'y a pas que l'aspect bâtisseur, l'aspect constructeur, l'aspect concepteur. Il y a aussi la proximité avec les citoyens. Cette proximité qu'il a su fidéliser au cours des années de son mandat de maire. Et cette passion qu'il a du service public et de l'action publique. Moi, dans les témoignages que j'ai reçus, c'est ce qui prédomine. L'aspect bâtisseur, c'est un aspect un peu intellectuel, externe, des choses réelles, mais externes. Mais ce qui reste dans le cœur des Montpelliérains, c'est pas simplement ça. Vous avez tout à fait raison, c'est la proximité, c'est cette espèce de faire corps avec la terre dont on est élu et dans laquelle on a reçu ce mandat du suffrage universel qui est presque sacré. Georges Frêche administrait son mandat comme une véritable mission. Jean-Claude Guessot, alors j'ai envie de vous demander bien sûr votre réaction, mais j'ai aussi envie de vous poser la question sur ces réactions un peu controversées que vous avez entendues là. Oui, ce qui domine quand même dans toutes les réactions de cette journée, depuis hier soir, c'est plutôt la reconnaissance non seulement de ses qualités de visionnaire, de bâtisseur, mais également sa dimension populaire, sa dimension de proximité. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, juste avant qu'il parte en Chine, il était passé à une émission nationale, je crois, chez Thierry Ardisson. Et dans un moment de la discussion, du débat, il avait eu cette formule, mais vous vous doutez pas, mais les gens m'aiment et j'aime les gens. Et les gens m'aiment, il avait dit. Et ça avait soulevé quelques sourires parmi les présents dans cette émission. En réalité, aujourd'hui, on a la démonstration qu'il y avait une véritable accroche entre les gens de Montpellier, bien sûr, Montpellier, mais au niveau de la région elle-même. Et pourquoi ? Parce que je pense que cette volonté d'aller de l'avant, il visait toujours l'excellence et il visait toujours le rapport avec les citoyens. C'était son obsession. Une obsession, tu utilises le terme de mission, mais une obsession politique, vraiment jouer la carte de l'excellence, jouer la carte du populaire, de la relation, d'être compris. Il avait un côté pédagogique aussi. C'était l'enseignant aussi. Un professeur, et revendiqué comme tel. C'était aussi le professeur. Écoutez, j'étais en Chine il y a 10 jours avec lui, il tenait une conférence à la plus grande université, dans la plus grande université de Shanghai.
sur la longue marche de Mao Tse-tung devant des Chinois médusés qui écoutaient le président Frêche pratiquement sans note pendant 2 heures, faire vraiment un véritable cours, mais très, très, très profond, très politique. Alors, donc je crois que effectivement c'est réducteur que de ramener tout à une dimension architecturale ou de construction. Et puis il y avait cette dimension sociale. Parce que Montpellier, bien sûr, Montpellier, c'est une ville qui est passée de la 20e à la 8e place. Mais c'est aussi une ville où le tramway s'est développé. Moi, quand j'étais ministre, le président Frêche, il venait, il tapait à la porte pour dire il faut que l'État nous aide et subventionne les lignes de tramway. Mais c'est aussi la ville où le logement social disons, a été réalisé. Et d'ailleurs, c'est significatif que, dans le fond, dans la région, dès 2004, quand on a battu, ensemble, la gauche avec les écologistes, on a battu la droite et l'extrême droite, eh bien, je pense qu'il n'a eu de cesse que d'imprimer au niveau de la région cette dimension d'excellence dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, sportifs, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais quand même, comment ne pas voir qu'il y a aussi la patte de Georges Frêche dans la dimension sportive de la région et de Montpellier. Le sport, la culture, le social, la vision de l'avenir, la viticulture. 20 millions de bouteilles avec la collerette Sud de France en Chine l'an dernier. Vous croyez que ça se serait fait si Georges Frêche n'avait pas été président de la région, que nous aurions monté ces maisons de la région à Londres, à New York, à Shanghai? Jean-Claude Guessot, je vais juste vous interrompre, mais vous restez avec nous. Michel Crespi, vous êtes universitaire aussi, comme Georges Frêche. C'est quand même un destin particulier que celui de Georges Frêche, de ses cours pointus d'histoire du droit, d'histoire du droit romain, etc. Et de devenir comme ça bâtisseur, mais pas seulement, on le dit, d'une ville et d'une région. Je pense que la politique l'a intéressé tout de suite. Quand il est arrivé à Montpellier, je l'ai connu à ce moment-là, c'était en 70 à peu près. Et il m'a dit je veux devenir député de Toulouse. Il était à Montpellier depuis quelques semaines. Et puis après, il s'est présenté à Montpellier, il est devenu maire de Montpellier, il a changé d'idée, il n'a jamais vraiment oublié Toulouse, mais c'était plus un politique qui par ailleurs était universitaire qu'un universitaire qui par ailleurs était politique. On va regarder d'autres images aujourd'hui avec un hommage rendu à l'agglomération, Montpellier Agglomération, dont il était président. Cette minute de silence donc respectée par les élus et les membres du personnel qui étaient présents. On voit Jean-Pierre Moore, premier vice-président. On l'aura également en interview tout à l'heure. Je vous propose de revenir avec Olivier Roiran sur un reportage que vous avez réalisé ce matin, Olivier, sur le parcours récent politique de Georges Frêche. Oui, c'était, on peut dire, les 2 dernières années. L'histoire de cette LTV est assez courte, donc on a essayé de résumer à la fois son parcours, mais sur des images effectivement qui ont 1 an et demi. On était en plein là effectivement dans la campagne des régionales, puis après dans l'élection en elle-même. C'est le parcours de Georges Frêche à ce moment-là. Monsieur le Président, Monsieur le Président, salut les gars. Monsieur le Président. C'était la dernière grande victoire politique de Georges Frêche, son 2e mandat de président de région, remporté dans un fauteuil en mars 2010. Je vais vous dire une chose, cette campagne avec vous, mes amis, ça a été une vraie joie. Une vraie joie. Vous savez, la vie politique, c'est un monde dur. Je le connais trop pour que vous me l'appreniez. Mais de temps en temps, dans ce monde dur, il y a des éclairs de tendresse.
Georges Frêche et la politique, une longue histoire pour cet historien de formation, une carrière universitaire qu'il a menée parallèlement à ses différents mandats d'élu. S'il se lance en politique dès les années 60, il ne sera élu pour la première fois qu'en 1973, député socialiste et conseiller régional. Il passera 3 mandats sur les bancs de l'Assemblée jusqu'en 2002, mais il marquera les esprits en tant que maire de Montpellier de 1977 à 2004, une ville qu'il a transformée, une de ses grandes fiertés avec celle d'être socialiste. J'ai été socialiste 37 ans de ma vie. J'ai donné à ce parti le meilleur de moi-même. Ce sont mes amis, ce sont mes frères. Et je mourrai socialiste avec ou sans carte, car je n'ai pas besoin d'un carton pour être socialiste. Je l'ai dans mon cœur. Mais avec le PS, cela aura souvent été « je t'aime moi non plus » entre Georges Frêche et certains dirigeants comme François Mitterrand, qui l'empêchera d'accéder à une vraie carrière nationale. En 2007, Georges Frêche est exclu du PS pour l'affaire des Harkis, qualifié de sous-homme. Pas de condamnation judiciaire, mais une fronde politique comme lorsqu'il évoque les Blacks de l'équipe de France. Le divorce définitif sera prononcé en janvier 2010 à cause d'une petite phrase de trop, la tronche pas catholique de Laurent Fabius. Ce n'est pas très catholique. On y vient. Eh bien, ce n'est pas très catholique, ça veut dire avoir de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Cet été, il provoquera encore avec ses statues des grands hommes installés à Odysseum à Montpellier. Il inaugure Lénine, mais il renonce à Staline. Je vais vous dire pourquoi je ne mettrai pas Staline. Par respect pour les familles de tous les Russes que Staline a envoyés au goulag. Grand bâtisseur, visionnaire, populaire ou populiste, provocateur, autoritaire, autant de qualificatifs qui collaient à la peau de Georges Frêche, président de région et président de l'agglo de Montpellier. La retraite, il l'avait souvent dit, ça n'était pas pour lui. Il est mort au travail un dimanche dans son bureau de l'hôtel de région. Il avait 72 ans. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Michel Crespy, cette campagne, cette année, tenez, je vous montre un livre qui sort, Journal d'une curée de campagne, un jeu de mots, avec Gérard Lodinas, notre confrère de Midi Libre. C'est aux éditions du Diable Vauvert. Ça sort aujourd'hui, ça devait sortir demain. Ils ont un petit peu accéléré la sortie. Cette campagne électorale de 2010 ça a été quand même, ça restera comme son point d'orgue, un aboutissement de sa carrière politique, et puis quelque chose de tout à fait extravagant. Oui, c'était l'aboutissement de sa carrière politique, mais lui, je crois, le voyait plutôt comme le rebond de sa carrière politique. Bizarrement, cette année, il était plutôt à l'orée d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle carrière. Une carrière nationale ? Oui, une carrière nationale, c'était ce qu'il avait en tête, semble-t-il. Et cette campagne de 2010, c'était le départ de quelque chose d'autre. Et là, il a été fauché à l'orée d'une nouvelle aventure. On l'a vu quand même, un mot du côté provocateur, parce qu'il l'avait quand même, c'est ce que mettait aussi en avant ses opposants, son côté très très directif, autoritaire, on peut le dire, ça fait partie du personnage, mais bon, ça a été Olivier, utilisé. moi j'aimerais poser justement la question à Aurel, qui est dessinateur, il nous a amené un dessin d'ailleurs, Aurel, si on peut le montrer, c'était comme on dit un bon client, hein. Voilà, donc Georges Frêche qui... Oui, oui. Bah, hier, un ami m'a demandé de réagir sur le décès de Georges Frêche pour le site Montpellier Journal. Donc, c'est la première idée qui m'est venue. En effet, je crois que la grande faucheuse, ça aurait été son opposant le seul qui aura eu raison de lui, en fait, parce que beaucoup s'y sont cassés les dents. Donc voilà, politiquement, ça a été son plus fort opposant. Et vous perdez un sacré client, et voilà, on perd sujet. Un très bon client, c'est vrai. En tant que caricaturiste, il faisait une grande partie du travail, en fait, faut avouer. Bon, c'est sûr que, comme vous disiez, ces sorties, ces extravagances parfois faisaient les choux gras des dessinateurs de presse. Ça, c'est évident. Et des caricaturistes de façon générale, de toute façon. Et des journalistes aussi. Et des journalistes aussi, forcément. Ça peut manquer, ça, Michel Crespy, dans le paysage politique. Beaucoup l'ont souligné, ça, que ça risquait de manquer. Il n'y en a pas beaucoup comme Georges Frêche. Ça a changé complètement le paysage de la région, de la ville, du département, sans aucun doute. C'était quelqu'un qui avait construit pendant plus de 30 ans, presque 40 ans, un énorme système, un énorme réseau qui tenait sur sa personne.
Et à partir du moment où il disparaît, c'est l'ensemble du réseau qui s'effondre et le paysage est complètement transformé. Donc pour l'instant, beaucoup de gens sont encore sous le choc et n'ont pas encore vraiment mesuré et croient que ça continue comme avant. Non, ça ne va pas du tout continuer comme avant. On va avoir vraiment une page tournée et on passe à quelque chose de complètement différent à Montpellier, dans le département et dans la région. Philippe Sorel, vous partagez ce point de vue? Je suis dans le cas de ceux qui sont encore sous le choc de l'événement, donc il m'est difficile de voir clair et de voir l'après finalement, parce qu'il y a eu tellement d'émotions, il y a tellement d'émotions encore et tellement de tristesse partagée entre les uns et les autres que nous n'avons pas, enfin moi personnellement, je n'ai pas la vision claire sur les journées et sur les semaines à venir. Donc on reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, hein, sur ce qui peut se passer demain, même si vous avez raison, on est encore dans le temps de l'émotion. Les sorties, les saillies de Georges Frêche, Jean-Claude Dessau, c'est quelque chose qui vous a parfois un peu peiné, vous vous êtes un peu accroché avec lui là-dessus quand même. Bon, on a eu des discussions, y compris, on se souvient des critiques que j'avais formulées, que mon groupe nous avions formulées. Mais une chose est sûre, dans ma tête en tout cas, j'ai toujours considéré que, contrairement à ce qui se disait et aux accusations qui étaient portées, Georges Frêche n'était ni raciste ni antisémite. Donc ça c'est... Et si j'avais eu le moindre doute là-dessus, j'aurais rompu avec Georges Frêche. Mais ceci étant, à côté de ça, provocateur, c'est certain. De la démesure ou de l'excès, de la gouaillerie et de la... Georges Frêche, c'est un personnage particulier qui maniait aussi bien la grivoiserie que l'intelligence du propos. C'était... Donc, ça, c'est certain. Donc, je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, je veux revenir sur l'approche de sa dimension nationale. Il est certain que Georges Frêche, durant cette campagne, notamment par le fait même que les états-majors, en quelque sorte, se sont mobilisés contre lui, suite aux déclarations, etc., que vous avez citées, ça l'a mis en position, en quelque sorte, de se présenter avec une dimension nationale, une stratégie nationale reconnue nationalement, médiatiquement. Il disait: je remercie Martine Aubry, elle a fait de moi une personnalité nationale connue maintenant dans le monde entier. Mais c'est là que sa dimension nationale, il avait quand même... il parlait souvent, y compris de son âge, c'était pour dire aussi, moi je suis prêt à jouer un rôle, à aider, mais à aider qui? Il avait choisi Dominique Strauss-Kahn, il avait choisi Hollande ou Ségolène. Pas Martine Aubry. Hein, et si, il avait dit, mais si c'est Martine Aubry qui est choisie... En quatrième position. Oui, il avait dit en quatrième position, on comprend pourquoi, puisque la bataille des régionales. Mais il avait dit, je mènerai la campagne. Et moi, je vais vous dire sur l'avenir. Georges Frêche, je parle pour la région, là où je l'ai vécu. Georges Frêche avait su, pour la campagne de 2010, regrouper, rassembler pratiquement tous ceux qui avaient été avec lui en 2004, malgré les états-majors, malgré les divisions, malgré tout cela a été réussi. Et nous sommes allés, vous prenez les Verts, vous prenez les communistes. Pas tout le monde quand même, il y a eu quand même des dissidents dans tout ça. Il y a eu des dissidents, mais je parle de ceux qui avaient été avec lui, c'est quand même magistral, si je peux me permettre, Michel Crespi, c'est que les dissidents deviennent ceux qui ne sont pas allés sur les listes avec Georges Frêche, alors que les états-majors avaient créé leur propre liste. Oui, mais eh bien, moi, ce que je dis pour l'avenir, j'en appelle justement à cette même démarche de rassemblement. Aujourd'hui, je crois que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Georges Frêche, c'est que l'équipe qui est avec lui, qui était avec lui, eh bien, dans le cadre de la désignation du nouveau président, elle ait cette ambition de poursuivre dans l'unité et l'union, et pas dans les bagarres là, de personnes ou ainsi de suite, de poursuivre l'impact de... En tout cas, c'est comme ça que moi, communiste,
Dissident communiste, ça veut dire. Communiste. Par rapport à l'appareil PC, oui. Moi, communiste, et mon groupe communiste, c'est dans cet esprit qu'on aborde la future période. Oui, on garde le sourire, et ça, le sourire, c'est quelque chose qu'il savait avoir, et le rire même, hein, on l'a déjà souligné sur ce plateau. Georges Frêche, un vrai talent d'humoriste. On découvre quelques extraits choisis précautionneusement. Oh, j'aurais pas dû me lancer dans un mot pareil. Voilà, avec précaution, par Olivier Roirand. Les petites phrases de Georges Frêche. Mes vœux de bon anniversaire, André. J'espère que tu souris. Je t'aime. Donc, une couche de plus. L'amour, ça se compte pas. Heureusement que j'avais monté la liste des chasseurs et ça le faisait le faux. Et quand même, je suis pas mal démerdé. Timide bouquet, plein de poésie. Vous saignera comme un poulet. Le jour où je te couperai les tu ne le verras pas venir. Ils sont sympas au PS, mais il y a beaucoup de faux culs. C'est ça être faux cul. Si je perds, ce sera moi qui perdrai. Si je gagne, ce sera le PS qui gagnera. J'aime mieux un mec intelligent de droite qu'un imbécile de gauche. Moi, je n'ai jamais peur. Je suis un vrai Gaulois. Je n'ai qu'une peur, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Quand vous évitez que vous... Couder, il était habitué à bédier. Il était attaqué par des gens qui étaient aveugles. Lui, il était borgne. Alors, il gagnait parce que les borgnes l'emportent sur les aveugles. Mais moi, je ne suis ni aveugle ni borgne. Martine, je l'aime. D'ailleurs, j'ai toute la collection. Martine à l'époque, Martine à l'école, Martine prend le taxi, Martine plante des fleurs. Lequel vous préférez dans la série des Martines, monsieur Frêche? Martine prend le taxi. Pour aller où? Pour aller à la maison de retraite. Elle est venue la dernière fois, elle a amené un petit panier, elle n'a pas osé me le laisser. Elle m'avait amené du cassoulet en boîte. J'ai une tête à manger du cassoulet en boîte, moi. Je n'ai agressé personne. Selon une formule fameuse d'un homme que j'aime beaucoup, ceux qui l'ont fait, je ne leur en veux pas, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je leur pardonne. Je leur pardonne. Mes frères, allez en paix. Le temps des femmes est venu, mes frères. D'ailleurs, vous avez vu, les femmes peuvent aussi trahir, elles sont donc normales. Magnifique, Madame le maire. Vous m'avez bercé. Pour un peu, je vous aimerai. Bon, alors... Mais je vous aime, je vous aime. Et vous faire plaisir, Madame, c'est mon bonheur. Alors... vous avez vu comme je suis malin et faux cul en plus. Vous savez, je suis comme Alexandre qui disait l'épée l'emporte sur le bouclier. Moi, je ne connais qu'une défense, c'est l'attaque. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates de la Bastille. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Georges Frêche, capable de lever le poing en meeting. Ça vous plaisait, ça, Jean-Claude Guessot? Ah oui. Lève le poing comme ça. Quelqu'un a dit, c'est je crois Jean-Pierre Grand, qu'il avait un côté socialiste, un côté gaulliste et un côté révolutionnaire. Et la partie révolutionnaire me plaisait effectivement. Et on a vu Hélène Mandroux dans ces sélections. Hélène Mandroux qui est de retour de Japon. Elle représentait Montpellier au congrès des villes de la biodiversité. Exactement. Et donc elle est de retour, mais ce sera trop tard pour avoir sa réaction ce soir dans le journal. Elle a réagi déjà hier soir par communiqué pour souligner, rappeler le travail de bâtisseur dans sa ville de Georges Frêche. Nous devrions avoir sa réaction demain dans le flash et dans le journal. Allez, on va enchaîner avec les réactions, notamment celle de Jean-Pierre Moore, premier vice-président à Montpellier Agglomération. C'était tout à l'heure, cet après-midi, je crois, en début d'après-midi. Un état d'esprit chargé d'une grande émotion, d'une profonde tristesse, à l'image de cet hommage qu'on vient de lui rendre avec le personnel de l'agglomération de Montpellier, l'ensemble du personnel, les cadres, les employés. C'est un ressentiment de l'homme immense qu'il était, qu'il restera. Un homme, comme je l'ai dit dans cet hommage, tourné exclusivement vers l'intérêt général, vers le bonheur et l'évolution positive des choses par rapport au peuple. Un grand homme politique de gauche,
fantastique dynamiseur de sa ville, de sa région. Un homme qui a mené foultitude de services, qui nous a tracé le chemin, qui nous appartient à nous, au-delà bien entendu de la période de deuil. De poursuivre ça, c'est le meilleur hommage qu'on pourra lui rendre. Et d'autres déclarations encore. Je vous propose celle de Max Lévita, de Marc Dufour, également de Jacques Domer. Max Lévita et Marc Dufour qui sont conseillers municipaux dans la majorité. Et puis Jacques Domer qui est lui dans l'opposition et qui est député UMP. Je suis complètement abattu par cette nouvelle. Mais bon, je crois qu'il faudra s'y faire. Nous allons lui rendre hommage pour le travail qui a été fait. Personne, j'ai lu la presse ce matin, personne ne conteste que c'est lui qui a fait cette ville. Il a marqué très fortement cette ville et cette région de son empreinte, de son son action de visionnaire et de bâtisseur. Moi, ce que je retiens, c'est la chance que j'ai eue de partager un certain nombre de réunions plus intimes, de tête-à-tête, au cours duquel l'homme se livrait d'une manière différente. Et j'ai des souvenirs personnels qui font que c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris son départ. Au-delà des clivages et des combats politiques, il y a un respect mutuel. C'est vrai qu'il n'était pas tendre, mais vous savez, ça fait partie du jeu. Et quand on avait l'occasion de se retrouver, c'était pas très fréquent, hein, mais ça arrivait. J'ai le souvenir de quelques moments passés avec une certaine complicité entre nous deux. On était tous les deux universitaires, je l'avais battu, donc tout ça, ça crée des liens, que vous le vouliez ou non. Il avait un avantage énorme, c'est que quand on discutait avec lui, on avait droit à une phrase, pas plus. Et donc si cette phrase était bien faite, on pouvait le faire changer d'avis, ce qui est arrivé parfois. Si elle était mal faite, il fallait revenir avec une autre phrase. Il était très carabin, hein. Donc chaque fois qu'on avait l'occasion de se rencontrer, d'ailleurs depuis quelques années, il était beaucoup plus respectueux à mon égard du protocole républicain. Vous savez, au début, dans les premières années de mon élection, c'est-à-dire après sa défaite, il avait du mal à le digérer et je n'étais jamais invité à aucune manifestation de nulle part. Et je me suis imposé quelquefois en le menaçant le doigt sur le nombril, et Dieu sait s'il avait un gros ventre. Mais ces dernières années, c'était beaucoup plus cool, si j'ose dire, et on avait l'habitude de se raconter des histoires à l'oreille, mais ça reste entre lui et moi. Il avait le génie des phrases méchantes, mais c'était une phrase méchante comme, si vous voulez, qui n'avait pas obligatoirement un arrière-plan. C'était une méchanceté pour une méchanceté, mais c'était une réponse à une méchanceté précédente. Il était de cette race d'hommes politiques, c'est comme les grands chênes, hein, sous lesquels il ne pousse rien. Je ne vois personne aujourd'hui qui émerge d'une manière évidente et spontanée pour prendre la succession de Georges Frêche, et je crains un petit peu cette période où beaucoup de velléités politiques vont apparaître pour continuer l'œuvre qu'il a tracée. C'est un petit peu ce qui se passe chaque fois qu'un grand personnage politique disparaît. Un personnage politique qui a fait de l'ombre, Michel Crespi, vous le disiez tout à l'heure, il disparaît, forcément, c'est lui qui occupait l'essentiel de l'espace, donc ce sera difficile d'avoir vu émerger, en tout cas il y a plusieurs personnes possibles. Vous voyez qui derrière Georges Frêche? Moi je pense d'abord qu'il y aura un reparamétrage, si je peux utiliser l'expression, des zones de pouvoir. Frêche était en même temps président de région, président de l'agglomération de Montpellier. Bon, ça c'est exclu complètement. Il va y avoir deux batailles tout à fait différentes l'une de l'autre, l'une pour la présidence de la région, l'autre pour la présidence de l'agglomération. Et donc les pouvoirs qu'il rassemblait entre ses mains vont éclater entre plusieurs personnes. Il y aura un éclatement de son propre empire en quelque sorte. Vous savez, De Gaulle disait, après ma mort, je ne crains pas le vide, je crains le trop-plein. J'ai l'impression qu'on peut reprendre cette formule-là dès l'instant que quelqu'un a pesé aussi fort qu'il l'a fait sur sa région et sur sa ville. Je pense que, bon, maintenant, cette semaine, c'est la semaine du deuil, du souvenir, mais à partir de la semaine prochaine, une fois la Toussaint passée, on verra
toutes sortes de successeurs, et c'est normal. Est-ce que c'est pas quand même après moi le déluge, parce que est-ce que la succession est vraiment prête? Non, elle n'est pas prête du tout. Lui-même n'envisageait pas du tout. Je ne sais pas s'il l'aurait préparé un jour. Vous savez, un homme politique qui prépare sa succession, le dernier c'était Cincinnatus, sous la République romaine. Mais dans une démocratie, ce sont aux électeurs de faire les successions. Non, pas dans ce cas précis. Pas dans ce cas précis. Si, dans ce cas précis, c'est aux élus, parce que ce sont les élus qui vont désigner les membres du conseil régional, qui vont désigner le président du conseil régional. Les élus électeurs, dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Et ce sont les maires et les conseillers municipaux, membres de l'agglomération, qui vont désigner le président de l'agglomération. Ce sont des grands électeurs dans les deux cas, mais ce n'est pas le citoyen directement. Philippe Sorel, vous faites partie du trop-plein dont parlait Michel Crespi. Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas à la région, donc je ne participerai pas au fameux trop-plein. Je ne suis pas vice-président de l'agglomération non plus, donc je siège dans des instances où mes délégations sont plutôt la ville et le département. Donc je parle de Georges Frêche et de son œuvre finalement assez librement et sans avoir des intérêts personnels liés aux exécutifs déjà cités. Alors justement, je vous interromps, mais dans tout ce travail de Georges Frêche, il y a eu ce Georges Frêche bâtisseur, urbaniste, avec Raymond Dugrand. Raymond Dugrand, je crois, qui interviendra lors des obsèques de mercredi matin. Et finalement, c'est vous qui prolongez ce travail de ces deux personnes, Raymond Dugrand, de ces deux grandes personnalités politiques de la ville. Difficile héritage. Oui, c'est une lourde responsabilité, mais c'est une responsabilité que j'ai acceptée en connaissance de cause et avec une préparation préalable. Je n'ai pas accepté la délégation de l'urbanisme sans avoir eu préalablement, je dirais, une formation personnelle, précise, que ce soit de la part de Georges Frêche sur les grandes orientations, et que ce soit surtout de la part de Raymond Dugrand, avec qui j'échange encore de façon très régulière et que je consulte très souvent, parce que c'est lui qui a, avec Georges Frêche, qui a fondé le schéma directeur d'aménagement. Est-ce que ces dernières années, Georges Frêche, finalement, continuait d'intervenir sur ce domaine de l'urbanisation de Montpellier, qui a été sa ville si longtemps? On ne peut pas le formuler de la sorte, mais on peut dire qu'un plan d'aménagement et ses orientations pour une ville ne se développent pas sur des durées de temps très courtes. Et donc l'urbanisme, c'est long, c'est 20 ans. Un quartier d'Antigone, c'est fait en 20 ans. Le quartier de Richter, c'est terminé en 19 ans. Donc vous pensez bien que ce sont des durées sur lesquelles les mandats politiques se succèdent. Et j'ai eu beaucoup de bonheur de travailler après un travail déjà formulé, déjà appliqué sur le terrain, dont Georges Frêche et Raymond Dugrand avaient été les précurseurs et les initiateurs, et qu'aujourd'hui, je continue avec Hélène Mandrou comme maire. Bon, c'est vrai que lorsque Raymond Dugrand était adjoint à l'urbanisme, j'ai beaucoup travaillé avec lui, quand j'étais conseiller municipal depuis une douzaine d'années. J'ai beaucoup travaillé avec lui, il a été mon enseignant à l'université Paul Valéry, puisque j'ai fait un double cursus, à la fois dentaire et littéraire, jusqu'en thèse d'État. Et j'ai eu la joie donc de pouvoir travailler avec lui, avec Jean-Paul Vol, qui est aussi un grand spécialiste de l'aménagement du territoire. Et ce sont des sujets qui me passionnent. Et vous savez, j'ai eu aussi la grande chance de pouvoir avoir comme délégation les affaires sociales dans un précédent mandat. Et je trouve que l'équilibre entre les deux missions, celle des affaires sociales et celle de l'urbanisme, n'est pas vaine. Elle est au contraire porteuse de sens pour les années à venir, car la ville durable finalement et l'aménagement durable du territoire, ce n'est que l'aménagement au service des hommes. Alors parmi les réactions que l'on a recueillies aujourd'hui, Olivier, il y a celle d'André Vézinet. André Vézinet qui a longtemps accompagné Georges Frêche au sein de la mairie. Il a été sénateur également. André Vézinet qui passe de l'ombre de Georges Frêche à la lumière de la présidence du Conseil général de l'Hérault. C'était à la fin des années 90.
Vous vous souvenez de la date? 88. Oui. À la fin des années 80. 98. 98, 98. C'est bien ça. C'est bien ça. On est d'accord. Et André Vézinet, qui après n'a pas rompu complètement avec Georges Frêche, mais finalement s'est retrouvé souvent en conflit avec ce dernier. On a vu tout à l'heure les taquineries dont était capable Georges Frêche à son égard. Et André Vézinet, s'il salue Georges Frêche et son travail, eh ben, n'a pas oublié ces dernières années. On l'écoute. Quand on a été ami longtemps avec quelqu'un et qu'il disparaît, on se souvient de cette amitié-là. C'était ça qui comptait pour moi au moment où j'ai appris son décès. Il a un peu fait émerger la belle endormie qu'était Montpellier vers la ville du XXIe siècle. Et à cet égard, son rôle est incontestable, incontestable. Ensuite, eh bien, cette image, je veux qu'elle soit l'image dominante pour moi à cette heure. Je ne peux pas non plus dire que je ne suis pas rentré dans une série de contradictions. Les plus fortes d'entre elles étaient que je suis devenu président du Conseil général à un moment où probablement cela ne lui a pas plu. Et quand quelque chose ne plaisait pas à Frêche, c'était tout de suite la fracture. J'ai critiqué parce que nous sommes dans un rapport qui n'est pas un rapport sain pour une action politique. La politique étant la gestion de la cité, n'est pas bon que dans la cité les gens s'affrontent alors qu'ils sont de la même famille, en principe. Donc tout ça, je l'ai critiqué. Notre parti a subi des dérives qui ont imposé aux instances nationales de le mettre sous tutelle. Tout ça n'est pas sain. Ouais, il faut que nous reprenions le cours normal d'un parti démocratique. Il y avait beaucoup de clientélisme. Un petit peu de terrorisme dans tout ça. Je n'accuse personne nommément. Je dis seulement que les choses fonctionnaient comme ça et que ça n'était pas bon et qu'il faut que ça cesse. L'action publique est une action qui ne peut pas supporter ce genre de dérive. Et donc aujourd'hui, je suis très farouchement favorable à ce que nous reprenions le sens et le cours normal des choses. Durs les termes de André Vézinet, hein. Vous soulignez du geste, Michel Crespi, à l'instant. C'est votre collègue et votre président, Conseil général, Philippe Sorel. J'ai toujours voté pour lui. Il rompt un petit peu déjà cette période je ne dis pas de recueillement pour tous, mais derrière le décès de Georges Frêche, où en tout cas il répond aux questions, il n'hésite pas à revenir sur ses différends avec Georges Frêche. Oui, j'ai écouté l'interview. Je n'ai rien formulé de spécial, si ce n'est qu'il y a des choses quand même qui me heurtent un peu parce que c'est vraiment pas le jour de parler de cette façon et quand on accuse, il faut avoir des preuves. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu de preuves. Donc, mais bon, c'est pas le lieu de la polémique. Justement, s'il y a eu quelques notes discordantes au niveau national, il y a également des soutiens et des réactions très, très positives, notamment celle du sénateur-maire de Lyon, Gérard Collomb. On se rappelle qu'il était venu lors de la campagne aux élections régionales soutenir Georges Frêche. On l'écoute au micro de Télé Lyon Métropole pour nous. Hier, lorsque j'ai appris le décès de Georges Frêche, ça a été pour moi évidemment une grande émotion. J'étais allé le soutenir dans des moments difficiles pour lui, lors de la campagne des régionales, alors que le PS l'avait condamné, exclu du Parti socialiste auquel il était attaché. Et donc, évidemment, lorsque j'ai appris son décès, ça a été pour moi un moment de tristesse. On s'aperçoit finalement qu'il faut mourir pour attendre de voir ses qualités reconnues. Et Georges Frêche, c'est vrai que c'était un grand bâtisseur. Vous voyez, Montpellier était une ville anonyme avant que Georges Frêche arrive. Puis il en avait fait Montpellier la surdouée, la ville du développement économique, la ville où il y avait une grande architecture, Ricardo Bofill, une ville également où la culture s'était développée. Moi, j'étais allé voir le musée Soulages, je connaissais le festival de danse de Montpellier. Tout cela, c'était Georges Frêche qui l'avait fait. Donc, ce n'était pas, comme on a voulu en faire quelquefois, quelqu'un d'inculte, un espèce de beauf, mais quelqu'un d'extrêmement cultivé qui avait qu'un tort, c'est qu'il parlait quelquefois un peu vrai.
Il parlait quelquefois un peu vrai. Il n'en veut pas à Georges Frêche pour l'Open Sud de France, qui est l'ancien Open de Lyon de tennis. Que Georges Frêche et l'Aglo, effectivement, ont récupéré, qui a démarré dans cette l'Arena. semaine. On enchaîne avec d'autres réactions. C'était cet après-midi au conseil régional, donc d'élus, conseillers régionaux auprès de Georges Frêche. On les écoute. Aujourd'hui, c'est un grand bide. C'est une date catastrophique pour Languedoc-Roussillon. Personne ne s'y attendait. Et donc, il y aura l'avant-fraîche, il y aura l'après-fraîche, mais personne ne pourra le remplacer, même si on le remplace en tant que titre, mais l'homme était exceptionnel et je pense qu'il va nous manquer à tous et surtout manquer au Languedoc-Roussillon en termes de travail, de vision, et voilà, ce que tout le monde savait, mais c'est dramatique pour la région. Voilà. Il restera effectivement beaucoup de choses. D'abord, une personnalité attachante. C'était quelqu'un dans le privé qui était rigolo, qui aimait partager, qui aimait la convivialité, puis évidemment l'œuvre. Je crois qu'il faudra bien un livre pour raconter tout ça. Il suffit d'être à Montpellier, de se retourner, de faire le tour de cette ville pour comprendre comment il a façonné la ville et comment il façonnait la région. Donc je crois qu'il restera surtout l'image d'un grand bâtisseur visionnaire. Ouais, c'est un personnage complexe. Moi j'ai envie de garder les moments d'émotion ou de discussion, les rares fois où on a été en tout petit comité. Je pense qu'il y avait beaucoup de sensibilité chez Georges Frêche et puis ça fait toujours plaisir de côtoyer de l'intelligence à l'état brut, et pour moi c'est quelqu'un qui incarnait parfaitement cette intelligence à l'état brut, et c'est quelqu'un qui a prouvé au-delà des mots, au-delà des paroles, à travers les actes, tout ce qu'il a pu faire pour Montpellier et tout ce qu'il est en train de faire pour la région. Et moi je suis fier de l'avoir suivi et je crois que ça serait à refaire. Je ne changerai rien. On n'est pas socialiste pour un bout de carton, on est socialiste dans le cœur, même si quelquefois le cœur lâche, ça ne change strictement rien. Je crois que beaucoup de personnes se permettaient de le juger effectivement sur ce qu'on a appelé des dérapages, et c'en était évidemment verbaux, mais derrière ces dérapages qu'en mon temps, moi j'ai aussi condamné pour certains, par rapport à la forme qu'ils avaient. En fait, derrière tout ça se cachait le grand homme dont tout le monde parle et tout le monde reconnaît aujourd'hui, le bâtisseur. Enfin, on en a tellement dit sur lui. Mais moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est surtout l'homme de cœur qui se cachait derrière cette énorme carapace. Et oui, c'était un homme de cœur, c'était un homme profondément humaniste. Et je crois qu'avec le temps, même ceux qui l'ont décrié vont le découvrir. Un mot sur Josiane Colleré qui devient présidente par intérim. C'était une histoire d'ordre alphabétique au sein des vice-présidents du conseil régional, et donc elle est présidente par intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président qui doit intervenir dans les 3 semaines ou un mois. Dans les 2 mois, et en fait c'est aussi une situation de simplicité visiblement, comme Josiane Colleré est sur Montpellier. Il y a aussi à la fois des disponibilités. Je crois que l'ordre alphabétique donnait Damien Larry d'abord, mais comme Damien Larry était dans le Gard, c'était plus compliqué. Il aurait fallu que pour un intérim, il renonce à son poste de président du conseil général du Gard, ce qui est peut-être un petit peu compliqué. Et pour ce qui est de l'agglomération, on l'a dit tout à l'heure, c'est Jean-Pierre Maud qui normalement, premier vice-président, doit prendre le relais de Georges Frêche. Mais la première vice-présidente, c'est aussi Hélène Mandroux. Donc ça, on verra effectivement. Il y a deux premiers vice-présidents à l'agglo de Montpellier. Donc on verra effectivement comment ça s'organise. Mais là aussi, c'était l'intérim. Normalement, oui, c'est un intérim de toute façon. C'est pour l'intérim, évidemment. Une élection d'un nouveau président. On continue avec des réactions. Un homme politique un peu atypique que l'on a croisé également au conseil régional cet après-midi. C'était le représentant de Chasse, Pêche, Nature sur la liste de Georges Frêche en 2010, Ferdinand Jaoul. Pour moi, c'est une circonstance particulière parce que c'était avant tout un ami de 40 ans. Moi, j'ai mené des combats avec lui. Je suis un vieux grognard déjà. Bon voilà, après c'est un ami qui part quoi. Mais j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que je traitais les problèmes dans le creux de son oreille. Et il avait une sensibilité hors du commun. Même si on vante aujourd'hui sa grande intelligence, moi je vanterais sa grande sensibilité. Il avait une sensibilité hors du commun. Voilà, mais j'ai pas autre chose à dire. C'est un ami qui part.
C'est un ami qui part. Et puis d'autres réactions, celle de Jean-Pierre Grand, le député UMP et maire de Castelnau-le-Lez, également de Michael Delafosse, et de Stéphane Michael Delafosse, donc qui lui est adjoint au maire à la ville de Montpellier, qui est du Parti Socialiste, et également Stéphane Rossignol, autre élu UMP, maire de la Grande Motte et président du groupe UMP au Conseil régional. Le décès de Georges Frêche me fait une infinie peine. Ça fait 27 ans que nous travaillons ensemble. Nous n'avons jamais eu le moins de difficultés relationnelles entre nous. C'est donc pour moi la perte d'un ami. Georges Frêche, c'est tellement un conquérant, un battant, celui qui nous apparaissait invincible parce que quand il voulait défendre une idée, il y arrivait. Et là, il disparaît soudainement après avoir été en Chine avec ses 2 filles, auxquelles je pense beaucoup parce que ce sont des amis. Et là, il s'efface. Et donc, il y a un immense vide autour de nous, immense. Immense. Il a fait de Montpellier la 8e ville de France. Il a permis à Montpellier d'avoir le niveau qui est le sien aujourd'hui. Mais après, il y avait le personnage Georges Frêche avec ses qualités et ses nombreux défauts, ses dérapages verbaux, son côté un peu sectaire, mais aussi cet homme qui était amoureux de sa ville, amoureux de sa région. C'est vrai qu'aujourd'hui, à sa façon, il incarnait le Languedoc-Roussillon. Il était parfois peu compris ou pas compris parce qu'il avait toujours un temps d'avance. Mais il avait un temps d'avance parce que sa réflexion politique, il l'a posée sur ses qualités d'historien et sur ses qualités d'élu visionnaire. Alors naturellement, parfois, les gens n'étaient pas toujours, ne comprenaient pas toujours. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, naturellement, ils louaient son action. Aujourd'hui, c'est le deuil. Aujourd'hui, il faut penser à tout ce qui a été fait. Quant aux vautours, qu'ils n'espèrent rien. Voilà. Les idées de Georges Frêche, elles vont continuer à avancer, tout simplement. Et ceux qui maladroitement s'expriment, ou même encore à Paris, sont dans la polémique, quand d'autres rendent un hommage louable, il ferait mieux de se taire, tout simplement, pour respecter les Montpelliérains, Montpellier, les habitants de la région Languedoc-Roussillon, et respecter sa famille. Michael Delafosse à l'instant. On va écouter un autre extrait, si vous le voulez bien, et puis je vous ferai réagir après. C'est un extrait plutôt souriant. C'était dans une émission enregistrée ici, c'était en direct d'ailleurs, le 8 septembre dernier. Georges Frêche, avant de faire la tournée de télévision nationale, enfin parisienne, non, je crois qu'il faut le dire comme ça, c'est plus les télés nationales, ce sont les télés de Paris, était passé par le studio national aussi, mais installé à Montpellier, de cette LTV, et avait réagi à une de nos questions sur les statues. On lui avait parlé de son éventuel statut à lui. On l'écoute. Est-ce qu'il y aura une statue de Georges Frêche? Est-ce que vous ne voudriez pas la mettre devant le parvis, sur le parvis du nouvel hôtel de ville, justement? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, la statue de Georges Frêche. Si, quand je serai mort, il y a des gens qui veulent faire une statue, je n'ai qu'un vœu. Je voudrais être à cheval. Avec les étriers quand même. Pas avec les étriers, pas comme Louis XIV sur le Pérou. Voilà, l'appel avait été lancé effectivement sur le... Voilà, il faudra juste penser aux étriers. Georges Frêche en statue équestre, Michel Crespi, ce serait un pied de nez? Alors écoutez, là, on est un peu dans la dérision. Bon, c'était quelqu'un de très truculent, donc il aimait beaucoup. Il avait un côté un peu Falstaff, pour reprendre un personnage de Shakespeare. Il aimait beaucoup lancer des vannes, comme on dit. Et de temps en temps, c'est le côté assez cher avec ces fameux dérapages verbaux. C'est un paradoxe du personnage, à la fois un peu autoritaire, effectivement des côtés potaches, et puis des côtés effectivement très visionnaires dans sa politique. Donc c'était un personnage, pas à tiroir, mais un personnage à plusieurs visages en fait, hein, un peu inclassable et totalement atypique, ça c'est très clair. Philippe Sorel, il y a une avenue Raymond Dugrand, déjà, forcément, un boulevard Georges Frêche, ça va s'imposer. Lorsqu'il parle de la statue et lorsqu'il se voit à cheval, c'est une image qui est fréquente dans son discours, car il avait un grand respect pour l'armée et pour les batailles de l'ancien ordre militaire. Fils d'officier. Et souvent, il disait il ne doit pas y avoir plus fort sentiment que d'être en première ligne
et foncer droit sur l'ennemi sabre au clair. Voilà. Souvent, il a utilisé cette expression et on le voyait bien dans la cavalerie. C'est pour cela que cette image, pour moi, il l'emprunte à ce vocabulaire, à cette thématique qui était très présente dans son discours. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension sur l'aspect guerrier de Georges Frêche, mais c'était emprunté au vocabulaire militaire, très souvent. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On en parle, l'émission, on la revoit après ce journal, on la reverra en boucle dans la soirée, donc on vous rediffuse l'intégrale dont on parle du 8 septembre dernier. C'était la dernière visite de Georges Frêche sur le plateau de 7LTV. Bien sûr, il est avec nous, il était venu pas pour parler de Georges Frêche parce qu'on l'avait invité, c'était la semaine dernière, on n'avait évidemment pas prévu ce qui allait se passer ce dimanche. Aurel, c'est une date anniversaire que l'on aurait aimé ne pas fêter ce soir. Oui, c'est le 300e jour de détention des deux otages reporters de France 3, Stéphane Tapponi et Hervé Guéquière. Et donc forcément, c'est un anniversaire qu'on aurait aimé ne pas fêter. Tout comme la prochaine date de soutien que va organiser le Club de la Presse de Montpellier à Montpellier, en parallèle avec le Club de la Presse de Lille et en parallèle avec le soutien de la mairie de Montpellier et le soutien de la mairie de Lille, et les deux mairesses de Lille et Montpellier, Martine Aubry, qui étaient des grandes amies toutes deux, à feu Georges Frêche. Et donc cette soirée aura lieu le 29 décembre prochain, et donc c'est une soirée aussi que l'on espère ne pas être une soirée anniversaire. On espère vivre avec eux peut-être. Exactement, voilà. Qu'on espère ne pas être une soirée anniversaire, une fête avec eux pour la libération, plutôt qu'un énième anniversaire après les 300 jours. Ça sera le 29 décembre, ça sera l'année, ça sera les 1 an de détention, enfin qu'on espère ne pas fêter encore une fois. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire de ça, malheureusement. On pense à eux, 300 jours, c'est long. On pense bien fort à eux, effectivement. Olivier Roiran, on n'a forcément pas fait le tour de Georges Frêche, c'est impossible. Est-ce qu'on peut faire le tour de Georges Frêche, c'est la question qu'on peut se poser. C'était long de faire son tour. Si je peux me permettre, on s'associe bien sûr à la famille de Georges Frêche, c'est la moindre des choses. Et donc je rappelle la chapelle ardente à l'hôtel de Région, ce sera à partir de demain matin, et puis les obsèques à la cathédrale de Montpellier à 10h30 mercredi matin. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Merci à Jean-Claude Guessot qui a été obligé de quitter ce plateau. Il avait un autre rendez-vous. Et puis merci bien sûr à vous tous de nous être fidèles, à suivre la rediffusion d'On en parle. Et puis bien sûr on continuera sur cette LTV d'aller chercher les réactions. On aura notamment demain celle d'Hélène Mondroux rentrée ce soir du Japon. Un petit merci particulier aussi à toute la rédaction de cette LTV et de Télémiroir qui ont travaillé effectivement pour ces émissions. C'est pour ça qu'on était deux ce soir, pour s'efforcer de ne rien oublier. Merci, je le répète à vous tous pour votre fidélité. À très très bientôt sur cette LTV.